Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive en partenariat avec Intersport. Jean Sureda. Bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien, heureux de vous retrouver où nous allons pendant une heure parler de sport, uniquement de sport, avec mes chroniqueurs et des invités acteurs du sport de haut niveau. Au programme ce soir, les coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs. Il y a un peu de tout, coup de cœur, coup de gueule, coup de tristesse, il y aura un peu de tout. Kevin Carrière nous présentera le Zoom de la semaine, on va parler football et le retour sur les terrains normalement du Toulouse Football Club. Sans oublier la question du jour, on va bien se marrer, mais j'ai confiance en mes chroniqueurs. Et enfin, nous recevrons pas un mais deux invités avec Simon Gauzy, pongiste professionnel qu'on devait recevoir la semaine dernière, mais il est bien là, on a bien testé, on va en parler avec Coraline tout à l'heure, et Sébastien Delaigne, entraîneur de pentathlon moderne. Faites attention, on va découvrir un sport qui est quand même assez fou, j'ai travaillé le sujet bien sûr, et c'est assez fou. Avec nous ce soir, Vincent Avellana, bonsoir Vincent. Bonsoir. Mehdi Guillonneau, bonsoir Mehdi. Bonsoir Jean. Et Kevin Carrière, bonsoir. Kevin. Bonsoir. Bonsoir messieurs. Comment ça va en ce 26 avril? Bon anniversaire en retard. Oui, bah Mehdi, à vous aussi, j'en suis Reda, mais pas en retard cette fois. Oui, c'est vrai que c'est aujourd'hui. C'est vrai qu'à un jour près, il aurait pu être parfait, Mehdi, quand même, d'être né le 26 avril. Ça aurait peut-être fait trop pour une seule journée, peut-être. Le temps qu'on puisse se remettre dans nos émotions, une première fête, une deuxième fête, c'est bien, que ce soit un peu séparé. Dommage qu'il y ait le Covid en ce moment, parce que bon, on n'aurait peut-être pas assuré avec l'émission aujourd'hui, hein, mais avec modération. Si, mais dans d'autres conditions. C'est quand votre anniversaire, vous, Kevin? 18 novembre. 18 novembre, on a le temps. Et vous, Vincent? 26 novembre. C'est vrai? Oui. Non, c'est vrai? C'est vrai. Et vous, Romain? C'est quand? Romain, Coraline, je les prends de cours. Ils savent pas quel jour ils sont nés, ils n'ont pas le papier, rien. Non, j'ai oublié, moi. 29 juin, moi. 29... Ah, c'est à quoi? Vous pouvez regarder. C'est un jour de la semaine. C'est un jour de la semaine. Et vous, Coraline? 18 août. 18 août, nous on est en vacances, on sera... C'est l'éternel problème de ma vie. On sera Alors, pas... le 29 juin, c'est un mardi. C'est un mardi, donc le 28 c'est un lundi, donc voilà. Oh, il est bon, c'est pour ça qu'il est à la tête de l'émission. Ah oui. Donc voilà. La machine, Coraline, juste à côté de vous marche. On a fait les tests cette semaine avec Simon Gauzy et on l'aura tout à l'heure. Toutes mes excuses. C'est pas vous, c'est la machine. J'ai grondé la machine après l'émission. Pas méchante machine. Et Fallait plus costaud que vous. Elle a dû vous faire peur quand même, parce qu'elle est solide celle la machine. Je suis allé voir le médecin le soir même. Ah bah oui. Je me sentais pas bien. Je vois que vous êtes prêts, messieurs. On va pouvoir démarrer avec les coups de cœur et les coups de gueule. Sportez-vous bien. Les coups de cœur et les coups de gueule. Chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué comme une joie, une déception. Il y a un coup de gueule, un coup de cœur et un coup de tristesse. Mais d'ailleurs, je crois que c'est un peu tous unanimes à chaque fois. Le coup de cœur est unanime, le coup de gueule, je crois, est unanime. Le coup de tristesse est malheureusement aussi unanime. Je me tourne vers vous, Kevin Carrière. On va parler du malheur de Yoann Huget qui a probablement terminé sa carrière ce week-end. Ouais, c'est ça. Yoann Huget qui s'est blessé à la 34e minute, qui tombe tout seul là sur un appui, et puis on comprend de suite que voilà, en se faisant match tout seul, il y a pas de, c'est tendon d'Achille et ça a été confirmé aujourd'hui par le Stade Toulousain, rupture du tendon d'Achille. Voilà, il a été opéré aujourd'hui, donc malheureusement ça sent la fin de carrière, puisqu'il avait annoncé qu'il a arrêté sa carrière. Et puis voilà, il traîne cette blessure depuis 2 ans là, au tendon d'Achille. Il avait dit en annonçant sa retraite que le tendon d'Achille lui faisait souffrir après chaque match, et puis voilà, son tendon d'Achille avait juste 1 mois et demi à tenir, et puis il prenait sa retraite tranquillement, et voilà, c'est la pire fin, on va dire, parce que blessure, stade vide, on voit l'émotion de Maxime Médard juste à côté de lui, c'est juste horrible. Et puis après je pense qu'il s'est dit j'ai envie de finir debout pour laisser une belle image, pas sortir sur civière, voilà, c'est ça. Exactement. C'est vrai que moi j'ai en mémoire sur une fin de carrière un peu terrible. C'est vrai que c'était un carton rouge, c'était Loïc Perrin en finale de la Coupe de France cet été où il blesse plutôt gravement Mbappé. Et puis il y a Zidane aussi, forcément en 2006, mais avec le recul, mettre un coup de boule à un Italien, voilà. Mais je rigole bien évidemment et je salue tous les Italiens qui nous écoutent. C'est la région, portez-vous bien aussi, non, l'Italie? Oui, ils nous écoutent, on les salue tous les Italiens dont Matteo, un ami, et Valeria aussi. Voilà, je fais tout. Et c'est vrai que pour un sportif, les croisés et le rupture de tendon d'Achille, Mehdi, c'est un truc qui pardonne pas. Moi j'ai fini là-dessus aussi, c'était différent, c'était une déchirure, mais j'ai fini là-dessus aussi. Non, mais évidemment, non, c'est très triste parce que... Assad signe au Real, Mehdi, Assad. Oui, tu veux vous parler, ouais. Non, c'est vrai que c'est triste pour lui parce que tout devait se faire en grande pompe et en année normale, ce genre de joueur aurait le droit à une grande fête à Ernest Vallon avec tous les supporters, etc. Et alors là, comme l'a dit Kevin, à huis clos,
franchement, c'est assez terrible, je pense, pour lui, à tel point qu'on s'est demandé est-ce qu'il re-signerait pas un petit contrat, quitte à rejouer un match, ne serait-ce que 5 minutes l'année prochaine. Mais bon, ça semble quand même difficilement envisageable, je pense, parce qu'il est quand même au bout du bout, Yoann Huget, et là, pour repartir après ça, c'est compliqué. Même cette saison, on voit qu'il donne tout, etc. Mais il a du mal à récupérer les matchs. C'est plus le Yoann Huget, et puis une carrière de rugby, lui, la sienne, elle est longue, et les matchs, ça te mâche, tu prends des coups en permanence, et au lieu de mettre parce qu'au rugby, on met souvent des jours entiers à récupérer, et là, lui, c'était dur d'enchaîner, et même en fin de semaine, il avait encore mal partout, quoi. Et en plus, il a eu une commotion la semaine dernière. Enfin, c'était pas avéré, mais bon, il a pris un sacré choc à Castres. C'est vrai. Vous Kevin, vous êtes... on salue Maxime qui nous écoute probablement. Lui, Maxime, sur le groupe, a dit ce serait bien qu'il rallonge d'une année, quitte à jouer 3 matchs dans la saison. Ça, c'est pas le problème, mais juste histoire de terminer devant le plus. Ça vous plairait? Est-ce que d'ailleurs le Stade Toulousain peut le faire, ça ou pas, pour vous? Je sais pas, mais bon, là, ça me semble compliqué. Là, c'est une blessure qui va prendre peut-être 8 mois à revenir s'il se raclétise pour revenir au max, alors qu'il avait mis 3 matchs. Non, mais il lui ferait un vrai petit jubilé, un match amical à touche avec ses copains, devant un peu de public. Voilà. Je pense que ça, c'est envisageable l'année prochaine avec du monde, quoi. Innovation du public, c'est tout. Vincent, c'est vrai que c'est toujours triste pour un sportif de terminer sur ça. On préfère qu'il termine presque sur un carton rouge, sur une faute grave. Faute grave, je m'entends, pas de blesser quelqu'un, mais un carton rouge, voilà, une erreur, même un essai contre son camp. Voilà, j'invente des règles et tout, quoi. Mais un peu ce qu'il a fait, c'était en Angleterre, non? Ça lui est arrivé quand il est en Angleterre. Autour destination, quand il échappe le ballon. C'est une drôle. C'est chiant, quoi. C'est une drôle de fin, quoi. Encore un rouge au moins, mais c'est pas une belle image, mais au moins il rentre chez lui le lendemain et tout va bien. Alors que là, malheureusement, c'est quelque chose qui va l'impacter aussi sur sa vie personnelle. On va voir combien de temps il va falloir pour qu'il s'en remette aussi. De toute façon, tous ces mecs, ils vont être mâchés. Il avait déjà dit dans le reportage qu'il a fait pour Canal+, qu'il a annoncé sa fin de carrière, qu'il était déjà très émoussé physiquement et qu'il avait peur pour sa santé. Donc là, c'est encore plus d'inquiétude là du sportif, monsieur, malheureusement. Et une carrière tout à fait honorable pour Yoann Huget, où il a participé à 5 tournois des destinations. Son meilleur classement, c'est en 2011, 2e, avec bien évidemment donc forcément le 15 de France. Et il a 3 titres avec les clubs. Il est 2 fois champion de France de top 14 à chaque fois avec le Stade Toulousain. C'est en 2008 et en 2019. Il a fait un petit passage par Agen en 2010, où il a attrapé le titre de champion de France de Pro D2. Donc il est triple champion de France, 2 fois de top 14 et 1 fois de Pro D2. Et puis un gentleman, c'est vraiment lui et Médard, c'est vraiment les... Mais il y a quelques supporters du Stade Toulousain qui l'appelaient Antonio Banderas et qui l'appréciaient beaucoup. C'était aussi le chouchou de ces dames. Pas que du Stade Toulousain, même de la section paloise. N'est-ce pas, Coraline? Il était pas mal. Il est toujours d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'était la classe à la rugbyman, quoi. Très, très élégant, bien dessiné forcément avec le sportif. Non, mais c'est surtout toujours souriant, toujours droit sur le terrain aussi. C'était surtout un joueur, un ailier, contrairement à beaucoup maintenant. C'était ultra régulier, finisseur. Et voilà, sans énormes points faibles notables. Parfois sa gestion émotionnelle, et c'est pour ça que j'évoquais cet essai-là quand il échappe le ballon au tournoi à destination. C'était en Angleterre, c'était à Twickenham, non? Oui, il y en a eu un récemment contre le Pays de Galles. Ouais, aussi. Bon, voilà, mais je sais pas, un joueur qui aura marqué la décennie 2010 en fait, voilà, tout simplement. Est-ce que dans ce qui lui manque, c'est un petit trophée, un petit tournoi avec l'équipe de France? Bon, il n'était pas dans la... il est tombé dans la mauvaise génération. C'est la génération des has-been, il en fait partie, malheureusement. Un titre de champion d'Europe, il aurait pu l'arracher cette année. Mais d'ailleurs, si le Stade Toulousain est champion d'Europe, il a le titre. Oui, mais il a participé. Bon, après, oui, j'entends. On me rappelle que c'est la Coupe Intermarché cette année, donc bon. Ouais, mais ça compte. Ça compte. Moi, je suis désolé, ça compte. C'est comme la Coupe de la Ligue de foot. On va parler de football tout à l'heure avec vous, Mehdi. Ce sera votre coup de gueule sur l'Olympique Lyonnais, on y viendra tout à l'heure, mais je me tourne vers vous, Vincent Avellana, parce qu'on va parler de vélo, parce qu'il y a eu les classiques ardennaises là sur les 15 jours, 3 semaines sur la semaine, pardon, et les Français ont très très bien performé, surtout Julien Alaphilippe. C'est Alaphilippe, c'est une victoire, un podium, et Gaudu un podium en plus, donc c'est quand même une sacrée réussite. C'est le tournant de la saison, là on est à la fin des classiques, donc on passe maintenant vers les grands tours, le Tour d'Italie, le Tour de France doucement, et le bilan des classiques est plutôt bon. Moi je voulais parler des dernières, des classiques ardennaises avec l'Amstel qui commence dimanche aux Pays-Bas. C'est rarement la plus passionnante des courses, ça arrive
juste après le Coberg, qui est une petite ascension avec quelques kilomètres de faux plat. Ça a quand même un gros suspense, puisque Van Aert et Pidcock qui sont joués le sprint, ça a été départagé à la photo finish, même à l'arrivée, ils étaient Même pas la sûrs photo de gagner. finish, elle est pas claire. Elle est pas très claire, mais apparemment ils sont sûrs d'eux, même si Ouais. Pidcock en rigole encore sur les réseaux, comme quoi il est toujours pas sûr d'avoir finalement perdu. Il a raison. C'est quand même Van Aert qui montre qu'il finit bien son printemps entre les classiques flandriennes et les ardennaises. C'est déjà arrivé un ex-aequo total où il faut toujours départager? Maintenant, Ça fait longtemps que c'est Maintenant pas que la arrivé. photo finish, non. Ouais. Mais à une époque où il n'y a pas de photo finish ou que c'était pas aussi précis, ça a pu arriver. Ouais. Pour des circonstances de course aussi un peu particulières. Mais sinon, maintenant, c'est quasiment impossible vu la technologie. Bien sûr. Donc, oui, il y avait Philippe déjà en forme, puisqu'il était dans le second groupe derrière avec Valverde et les autres favoris. Ouais. Voilà, donc dans ce groupe qui était à 4 ou 5 secondes, même pas. C'est toujours comme ça, ce genre de course. Il y a un petit groupe qui part, qui s'envole. C'est un peu de bluff, ça attaque un peu à tour de rôle et on ne sait pas pourquoi, mais il y en a une qui part au bout. Le mercredi, c'est la Flèche Wallonne, donc c'est la classique qui arrive au sommet du mur de Huy. C'est peut-être ça là, la plus. Je sais pas si on peut dire ça, chiante. Ah ben clairement, si l'arrivée est à 16h55, allumer la télé à 16h53, hein, tout Ouais. simplement. Je crois que celle de mercredi. Oui, c'est le dernier kilomètre. Ouais, c'est le mais mur c'est de ce que Huy. j'ai fait. En fait, c'est les À échappées. 16h50, moi 5 minutes avant. Concrètement, on regarde une échappée faire 190 bornes, 200 bornes, puis mourir au pied du mur de Huy, puis on voit les punchers s'y donner à cœur joie. Roglic a attaqué beaucoup trop tôt, mais Ouais. il a failli quand même le faire au final. C'est Alaphilippe et Valverde qui ont réagi. Alaphilippe et Valverde en général, quand ils gagnaient, c'était vraiment tout seul. Ils avaient le temps de lever les bras, ils pouvaient même descendre et pousser le vélo s'ils voulaient. Là, pour le coup, Alaphilippe est quand même allé chercher la victoire vraiment à la fin. Et il s'est donc, dépouillé, ouais. c'est vraiment dépouillé. Donc Valverde, quasiment 41 ans, qui est sur le podium, toujours là. C'est ce qui lui a coûté un peu la victoire, enfin on va en parler hier, le fait de finir sec mercredi. Je pense pas là, C'est c'était vraiment tellement question de court stratégie que- là pour le coup là Ouais. sur le dimanche Oui. je pense. Hein, c'est Parce que hier il a fini deuxième. il a fini deuxième, mais non c'était vraiment, je pense que Pogacar était vraiment le plus fort. Hein. Mais sacrée course, hein, Liège-Bastogne-Liège, surtout coup de cœur sur le parcours puisqu'il revient de nouveau à Liège. Avant il arrivait au sommet de la côte d'Anse, qui est une petite côte qui en fait lui donnait un petit côté à le Gold Race, je trouve Ouais, ça puis- pas ça terrible. Hein. Danser avec du vélo c'est dur. Enfin allez-y. Moi j'étais obligé. Je dois vraiment enchaîner après ça. Oui, Et j'étais donc, obligé. sacrée course puisqu'on a vu Carapaz, les Ineos ont fait un énorme boulot. Carapaz qui attaque dans la Rochefaucon qui est la dernière difficulté à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée. On a un groupe de 5 en contre qui sort et donc c'était Pogacar, Alaphilippe, Gaudu qui était là avec les grands leaders, Valverde et Michael Woods. Qui a fait la différence, c'est lui, c'est Michael Woods. Oui clairement, hein, c'est lui qui démarre. Après finalement ils ont réussi à bien relayer. Dans les rues de Liège, là ça se joue un peu à l'intox. Valverde qui a pris la tête beaucoup trop tôt, qui lance le sprint beaucoup trop tôt aussi, parce qu'ils étaient quasiment à l'arrêt. On voyait le groupe derrière qui a repris 30 secondes il y dans avait le 500 TGV mètres. qui arrivait derrière. Ah, clairement. Ouais. Donc ils n'avaient pas le choix, il a un petit peu craqué sur la pression, il a démarré. Gaudu qui se révèle sprinter et finalement, parce que troisième là, fallait Ça a été très, très tactique, ça a été un sprint très tactique. C'est-à-dire que tout simplement, vous prenez l'ordre dans lequel ils ont commencé le sprint, vous inversez et c'est comme C'est ils le ont fini à classement l'arrivée. final. Pratiquement, c'est ça. Et en fait, l'aspiration a beaucoup compté et c'est comme ça que Pogacar a gagné. Il n'était pas forcément beaucoup plus fort qu'Alaphilippe, voire même Gaudu, mais il a beaucoup profité de l'aspiration et il a très bien joué le coup tactiquement et c'est pour ça qu'il gagne. D'ailleurs Alaphilippe sur les 3 Ardennaises, c'est lui le mieux classé, 6, 1, 2. Ah bah oui, c'est lui oui. qui fait. Bah, c'est le spécialiste de ça, hein, donc lui, c'est course à lui, hein, donc forcément. Clairement. Et je tenais à vous féliciter, Mehdi, Kevin et Vincent, parce que le professionnalisme est là. Parce que pendant que vous étiez en train de raconter la course d'hier, j'étais en train de faire l'idiot avec Coraline et avec Romain. Et vous, très concentrés, très professionnels. Et je tenais à vous féliciter. La tête dans le guidon. Merci. La tête Et en- félicitons David Gaudu quand même, qui est troisième sur le podium, une vraie progression pour lui et j'espère qu'il continuera, qu'il prendra de la caisse et qu'il deviendra surtout le coureur que les Français espèrent. On a une belle génération quand même. Hein. Ouais. Gaudu a terminé sur le podium, il y a une équipe qui devrait pas terminer sur le podium. Super transition. Si ça continue comme ça, c'est l'Olympique Lyonnais, c'est votre coup de gueule de la semaine, Mehdi. Ouais, Guillaume. regardez, J'ai regardez mes la notes. compote hein, qu'a bu hier Qu'a bu Galtier, Galtier, ouais, après le ouais. troisième but, hein, je l'ai là. Hein. Super. Je ferai Merci la beaucoup. roulade après pour la caméra, je sais Merci pas laquelle c'est beaucoup. la caméra, mais je ferai la roulade après. Non mais on va faire simple, mes notes, regardez, il y a marqué 2 mots, Lyon, terminado, Voilà. terminer la course au titre, je vois même le podium, puisque hier ils ont pris un énorme coup sur la tête, même si personnellement moi je m'y attendais, hein, moi qui regarde à peu près tous les matchs de Lyon. Moi non. Pour être honnête. Voilà, Lyon qui a perdu face à Lille alors qu'il menait 2-0, et comme d'habitude, depuis que Rudy Garcia est arrivé, Lyon ne joue que 20 minutes, une demi-heure, parfois une mi-temps dans les bons jours, dans les bons soirs. Et c'est ce qui est arrivé Bonsoir. hier. Voilà, ils se sont
arrêté de jouer. Et à partir de là, les Lillois ont pris le dessus. Et de toute façon, je pense même que l'effectif Lillois est au-dessus de celui de Lyon. Oh, vous y allez Donc, fort, là, quand même. ouais, si, il y a des Lions, il y a beaucoup trop de joueurs surcotés. Et à certains postes. Et donc voilà, je pense que pour Lyon c'est terminé. Maintenant ils ont 4 points de retard sur le troisième. Ils vont jouer Monaco qui est dans une super spirale et qui à mon avis les explosera le week-end prochain, à moins qu'ils aient un coup de chance et que sur une contre ils arrivent à gagner sur un but de casquette de Kadewere ou Toko Ekambi. Il n'y a que comme ça qu'ils peuvent s'en sortir. Et ça serait un énorme échec puisque Lyon n'avait rien à jouer cette saison, même pas de Coupe d'Europe, ce qui était déjà dérangeant la saison dernière malgré la demi de Ligue des Champions. Ne pas jouer de Coupe d'Europe pour Lyon, c'est une honte. Et là, il a une 4e place, pas de Ligue des Champions, catastrophe industrielle. Et moi, ça vous embête. Ouais, ça m'embête pour ce club-là parce qu'ils devraient concurrencer le PSG. C'est eux les plus riches derrière le PSG et ça travaille très mal. Et le choix du coach y est pour beaucoup, malheureusement. Kevin, je me tourne vers vous. Après, il y a notre invité qui va arriver très très vite. Kevin, est-ce que on peut parler... C'est vrai que j'aime pas trop dire ça, surtout assis sur un fauteuil. Voilà, c'est toujours plus facile. Mais est-ce qu'on peut parler de faute professionnelle quand même de l'Olympique Lyonnais? Comme l'a dit Mehdi, il n'y a pas de Coupe d'Europe. Il y a un effectif de Maboul, de l'un des meilleurs effectifs de France derrière le PSG pour moi. Est-ce que c'est une faute professionnelle déjà de ne pas avoir de trophée et de probablement pas terminer sur le podium? Alors, pas terminer sur le podium, c'est quand même dur, parce que Monaco était vraiment loin. Largué, était vraiment loin. Paris et Lille, bon, ouais, ça avance, mais bon, ça a perdu pas mal de points. Parce qu'ils jouaient la Coupe d'Europe, eux. Oui, voilà, c'est ça. Donc, enfin là... C'est compliqué. Faute professionnelle, à chaque fois que vous dites ça, moi ça me fait mal parce que je déteste dire ça. Mais moi aussi, moi j'aime pas dire ça aussi. C'est un échec, c'est un échec. C'est fait deux saisons, 2 échecs d'affilée. Bon, et on suivra les performances de Lyon. Il y a un énorme Monaco-Lyon dimanche prochain qui normalement devrait enterrer enterrer Lyon et qui devrait pourquoi pas permettre à Monaco de toujours croire au titre et d'être leader, oui, potentiellement, parce que Paris joue Lens et Lille joue Nice, je crois, donc c'est pas gagné encore pour Paris et Lille, surtout que le PSG va jouer une demi-finale de Ligue des Champions mercredi. Nous, on peut passer à notre premier invité de la semaine. Sportez-vous bien, l'invité. Notre invité est triple champion du monde et quadruple champion d'Europe du pentathlon moderne, j'insiste là-dessus. Aujourd'hui entraîneur, Sébastien Delaigne, natif de Toulouse, nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Sébastien, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous en direct dans Sportez-vous bien. Comme je l'ai dit en présentation, vous êtes entraîneur et vous êtes un ancien sportif de pentathlon moderne. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter ce sport olympique ? Alors bonsoir tout le monde, oui, le pentathlon moderne est un sport olympique depuis la rénovation des jeux de l'ère moderne, c'est pour ça qu'il s'appelle pentathlon moderne, effectivement. Okay. Il y avait un pentathlon antique, et donc aujourd'hui dans l'ère moderne, le Pierre Baron de Coubertin, enfin pas aujourd'hui mais au début du siècle dernier, le Pierre Baron de Coubertin a voulu garder l'idée de 5 disciplines, plus d'actualité de notre époque, donc avec des sports clés comme la natation, la course, qui sont aux Jeux Olympiques et qui représentent pratiquement la quinzaine, puisqu'une semaine d'athlétisme, une semaine de natation. Et ensuite, il a voulu donner aussi une polyvalence dans ce sport, c'est-à-dire une adaptation avec un animal, l'équitation, de la concentration avec du tir, on va dire, et enfin une épreuve de duel, de combat, l'escrime et en l'occurrence l'épée. Le choix de l'arme, c'est l'épée. On est pour le grand public, il y a le pentathlon classique, vulgairement parlant, avec beaucoup de guillemets, classique. On pense tout de suite à l'athlétisme avec le décathlon, etc. Là, on est d'accord pour dire que, sans manquer de respect à l'athlétisme, attention, mais on est d'accord pour dire que c'est beaucoup plus complet là. Alors on reprendra justement, et sans justement vexer personne, bien sûr. On reprendra la phrase de Coubertin qui voulait un athlète le plus complet des Jeux Olympiques, savoir toucher différents sports. Là, vous me parlez du décathlon, effectivement, c'est de l'athlétisme, mais c'est purement de l'athlétisme. Bien sûr. Enfin, le mais, il est peut-être un peu péjoratif, mais il n'y a pas, c'est pas sans. On n'est pas là de toute façon pour du tout. Bien sûr. Ils sont spécialistes de plusieurs sports de l'athlétisme. Oui, voilà. Or, nous, on est spécialistes de sports complètement différents. Et qu'est-ce qu'on demande en premier ? Quelqu'un veut faire du pentathlon moderne, on lui dit quoi ? D'abord de tenir vulgairement parlant sur un cheval, de savoir tenir un pistolet, de savoir nager, qu'est-ce qu'on demande en premier ? Alors, d'être polyvalent dans l'âme quelque part, d'être un sportif qui
qui est pas forcément excellent dans une des activités, mais par contre qui est capable de s'adapter aux activités qui diffèrent du pentathlon moderne. Ce qu'on demande, alors ce qui était vrai à mon époque, qu'il est moins en ce moment, mais ce qu'on demande, c'est, qu'il est moins. Non, je mens un peu en disant ça, mais ce qu'on demande, c'est qu'on soit au niveau physiologique sur des épreuves comme la natation et la course assez performant, on dira, parce que c'est une base. Comme on l'a dit tout à l'heure, la base des Jeux Olympiques, mais c'est la base aussi de notre sport. C'est qu'au niveau physique, ces deux épreuves, si on les a pas, c'est pas la peine. Vous l'avez dit tout à l'heure en présentation, le pentathlon moderne, c'est aux Jeux Olympiques depuis 2012, mais et je l'ai dit aussi un peu tout à l'heure, quand on parle de pentathlon, le grand public pense tout de suite à l'athlétisme. C'est un problème ça pour vous ou pas? Ça vous dérange quelque part ou pas? Pas du tout. On a une fédération qui est une fédération à part entière en fait, de pentathlon moderne, et non pas, on n'appartient ni à l'athlétisme, ni à la natation, ni à l'équitation, ni au tir, ni à l'escrime. Par contre, on est capable de faire les 5. Oui, mais ça. Voilà. Non, mais je veux dire, on n'appartient à personne et qu'on nous compare ou qu'on nous, au contraire, c'est une bonne chose pour nous. Oui. Qui domine au niveau mondial, au niveau européen, le pentathlon moderne? Alors au niveau, on est bien nous en France. On n'est pas mauvais de ce que j'ai vu, je crois. Oui, on a eu quelques titres de champion du monde. Dont vous, chez les filles et chez les bois. Pour moi, oui. Il y en a eu un avant dans l'histoire. Il y en a un deuxième, un troisième maintenant que j'entraîne, qui est double champion du monde aussi. Il y a eu une fille qui a été performante dans les années 2008, 2010, 2012, qui a eu aussi des titres mondiaux. Et on a une vice-championne olympique que j'entraîne d'ailleurs aujourd'hui, Elodie Clouvel et Valentin Bello, son compagnon, qui est champion du monde. Et qui, on espère, vont accrocher les médailles d'or, cet été à Tokyo. Ils vont effectivement, se battre. Et sinon, au niveau mondial, alors au niveau mondial, j'y venais. Alors les pays de l'Est sont très forts. Oui. Aujourd'hui, la concurrence commence à s'étayer un peu plus au niveau des Européens, je dirais, occidentaux. Comme occidentaux, mais comme les Allemands. Les Italiens ont perdu un peu, mais les Allemands, les Anglais sont très forts. Donc on a une concurrence en Europe entre ces trois nations, et vient se rajouter effectivement les pays de l'Est comme la Biélorussie, la Russie. Mais c'est cyclique, c'est un peu cyclique. Là, ils ont été dans le trou, comme on dit, dans le creux de la vague depuis les derniers Jeux, bien qu'ils soient champions olympiques. Le Russe est champion olympique, pardon. Ils n'ont pas eu de tête émergente là depuis les Jeux, mais par contre chez les filles, ils reprennent le dessus un peu. On va dire que c'est le pays de l'Est, comme je vous ai cité là, et les trois nations occidentales comme l'Allemagne et l'Angleterre et la France. Vous êtes aujourd'hui entraîneur, on va y parler juste un peu après, mais comme je l'ai dit aussi en présentation tout à l'heure, vous avez été sportif avec l'or aux mondiaux, lors des championnats d'Europe. Vous, c'était quoi votre sport parmi les 5 où vous faisiez la différence? Enfin, il faut être bon partout quand on est champion du monde, champion d'Europe, on est d'accord, mais lequel vous faisiez la différence? Alors, là où j'excellais, en fait, on va dire, c'est ça, non là où j'excellais, effectivement, c'était à la course. Alors, pourquoi la course? Parce que, pourquoi je dis que j'excellais là? C'est parce que il m'arrivait très souvent de gagner cette épreuve. Okay. Voilà, dans la régularité, je gagnais très 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 souvent. Il m'est arrivé de gagner l'escrime aussi, il m'est arrivé de gagner l'équitation, il m'est arrivé de gagner le tir assez souvent aussi, mais moins qu'en course. Par contre, la seule épreuve où je gagnais pas, où j'étais milieu de tableau, c'était la natation. Voilà. Bon, après c'est des profils de mon époque, on retrouve à peu près la même chose, mais un pentathlète a toujours 4 disciplines là pour s'en sortir aujourd'hui au championnat du monde. 4 disciplines où il est fort. D'ailleurs, question bête que je ne vous ai pas posée, c'est quoi l'ordre des disciplines? On commence par quoi? On termine par quoi? C'est très important, effectivement. L'ordre, c'est l'escrime d'abord. Ok. À une touche, donc on rencontre tout le monde à une touche. Il y a un classement de l'escrime. Ensuite, il y a la natation. C'est 200 mètres nage libre. Ensuite, on tire au sort un cheval pour un concours de saut d'obstacle. Ah oui, tirer au sort carrément.
On tire au sort, oui. C'est des chevaux qu'on connaît pas, qu'on a... C'est un truc incroyable quand même. C'est vraiment particulier, Ouais. Tous les sports sont C'est génial, particuliers. franchement j'adore. Une touche à l'escrime, justement, c'est le duel par excellence. Bah oui, voilà, Celui qui exactement. a touché a gagné, point. Voilà. C'était vraiment aussi ce qui représente l'origine de ce sport, c'est que il a voulu vraiment donner une particularité, une singularité à chaque activité, quoi, qui soit pas calqué sur ce qui se fait dans les fédérations, voilà, de chaque discipline. Donc ensuite, après l'équitation, donc on part sur un combiné, sur une épreuve de course et tir, donc un combiné de tir-course, hein, un peu comme au biathlon, le biathlon. Voilà, tir-course, tir ski de fond, pardon. Et là, c'est 4 boucles de 800 avec un tir avant. Voilà. Voilà. Ouais, c'est... Et bah, quand on est champion du monde, je pense qu'on le mérite un peu. C'est un sport à maturité tardive, quoique on voit de plus en plus de jeunes aujourd'hui qui arrivent à 20-25 ans à avoir des titres. Mon époque c'était plutôt vers les 30 ans, mais ça vient du fait que justement ce sport est assez ludique quand on prend la base du combiné. On appelle ça le laser run en fait chez nous parce que c'est un tir particulier, c'est au laser. Donc c'est le même principe que le tir de précision, sauf qu'il faut aller vite. Voilà, donc tir de précision au pistolet pour la Fédération française de tir justement, qui existe, cette épreuve existe, mais voilà, sur la précision, nous on est sur de la rapidité, et pour la particularité, c'est qu'on est sur du tir laser, c'est un pistolet laser, il n'y a que le pentathlon qui fait ça. Et voilà, donc c'est assez ludique pour les jeunes, et effectivement il y a une émergence, enfin ça arrive de plus en plus d'avoir de la détection sur ces jeunes-là qui font de la course et du tir. Après le Covid, parce que vous êtes natif de Toulouse, je vous propose après le Covid, si vous le voulez, on essaye. Bon, moi il me faudrait un poney parce qu'en cheval j'ai un peu peur, mais ça me tente beaucoup. Il y a une question que j'adore poser. D'ailleurs, j'ai prévu de déposer le brevet très vite. À chaque fois que j'ai un sportif qui devient entraîneur, ma fameuse question: comment se passerait la relation entre Sébastien Delaigne, l'entraîneur, et Sébastien Delaigne, le sportif? D'accord. Est-ce que ça se passerait bien? Je crois qu'elle se passerait bien en fait, parce que sur la fin de carrière, pour l'anecdote, je me suis arrêté avant les Jeux d'Athènes et je suis revenu tout seul en m'entraînant moi-même avant de réintégrer le groupe France, et j'étais plus performant, on va dire, quand je m'entraînais tout seul qu'avec le groupe France. Voilà. Ça c'est pour l'anecdote. Donc oui, non, je suis très exigeant avec moi-même quand j'étais athlète. Et bon, je le suis aussi avec mes athlètes. Mais ça aide à comprendre les sportifs d'ailleurs, d'avoir été entraîneur. Mais voilà, tout à fait. Voilà, cette expérience-là m'a permis effectivement de prendre du recul et d'être plus dans le conseil avec les athlètes qui ont de la maturité et qui savent ce qu'ils font et pourquoi ils sont là en fait tous les jours, tous les matins et quand ils arrivent à l'entraînement. Donc prendre beaucoup plus de recul et m'attacher plus à leurs sensations et leurs sentiments plutôt que mon ressenti seulement, quoi. Et il y a une année particulière forcément avec le Covid pour tout le monde. Comment un entraîneur s'organise? Comment il vérifie le travail demandé à la maison? Comment il vérifie les devoirs quand c'est comme ça? Alors, je l'ai un peu. C'est de la j'ai confiance. un peu répondu dans la question précédente en fait. C'est que on est beaucoup sur la communication et sur le ressenti de l'athlète au moment où il fait les choses. Et voilà, dans le partage. Et donc on a travaillé comme ça, quoi, avec des simples coups de fil par rapport au travail qui était fait. Mais comme on naviguait à l'aveugle, en fait, on savait pas si on allait pouvoir faire des compétitions. Il y avait plus d'urgence à un moment donné. Vous savez, c'était très dur psychologiquement. Ça a été 2 mois d'enfermement, quoi, quelque part pour les athlètes. Donc ils faisaient le travail. Moi, après, il y a des contrôles qui peuvent se faire, mais on tombe dans le côté ridicule de la chose, parce que bon, avec des montres vous connaissez maintenant avec le numérique et tout technologie, j'avais le retour à la technologie. Moi j'avais tout sur mon téléphone, mais je contrôlais pas pour contrôler, je regardais tout simplement où ils en étaient. Ils savent ce qu'ils veulent, mes athlètes savent ce qu'ils veulent, ils sont là, ils le font pour eux. C'est pas moi qui serai sur la piste, ni dans la piscine, ni sur le cheval aux Jeux Olympiques. Donc ils peuvent pas se mentir, quoi. Si le jour où ils travaillent pas, c'est que vraiment il y a un problème. Ils sont fatigués, et là à ce moment-là, voilà,
c'est autre chose. Il y a toujours une incertitude sur le maintien des Jeux Olympiques. Bon, on se dirige quand même vers le maintien de ces JO, mais il y a toujours une incertitude avec la remontée de l'épidémie Oui, tout à fait. au Japon. Il y a le risque aussi d'avoir le Covid au moment venu et d'être donc disqualifié. C'est pas pénible, ça, au quotidien, de toujours avoir cette... je sais pas si c'est le bon terme, mais cette peur de se dire, en fait, on travaille là depuis 4 ans et en fait, ça se trouve, c'est le Covid qui va nous dire, non, tu peux pas aller au JO. Oui, c'est le bon mot. Il y a l'appréhension, il y a l'appréhension, le doute. Oui. Qui est là. Bon, le doute, il existe chez le sportif tout le temps, mais voilà, aujourd'hui, effectivement, avec ces nouvelles données et ce problème sanitaire, on a plus de doutes que d'habitude. Maintenant, on sait que les Japonais feront tout pour l'organiser, donc on enlève déjà ce petit doute et on se prépare au jour le jour. C'est bête à dire, mais voilà, chaque jour est une nouvelle étape dans la préparation des Jeux Olympiques et effectivement, on sait, on a une nouvelle donnée qui est que si effectivement on est testé positif avant les Jeux, on aura on nous aura coupé l'herbe sous le pied. Mais voilà, je crois que tous les sportifs l'ont en tête. Il y a un travail psychologique bien sûr derrière. Mais on peut pas faire autrement aujourd'hui. Il y a pire, quoi. Il y a pire. Et quand on entraîne, il y a peut-être un objectif de médaille déjà. Quand on entraîne un champion du monde et quand on entraîne une vice-championne olympique, l'or c'est une obligation ou pas ? Alors, l'or c'est un objectif. Obligation, le mot est fort. L'obligation en sport, le sport est tellement, avec tout ce qu'on traverse en plus aujourd'hui, on ne sait pas, mais il y a beaucoup d'aléas dans notre sport. Vous savez, le cheval est tiré au sort. On connaît ces données. Là aussi, on est dans l'adaptation la plus extrême qui puisse exister en sport, puisqu'on a des nouveaux adversaires, on change d'adversaire en escrime, on a des chevaux qu'on connaît pas, et donc on est dans l'adaptation. Et là encore, effectivement, l'obligation de résultat, oui, on doit faire des résultats. Maintenant, tout s'explique aussi en sport. L'analyse elle sera faite après les Jeux. Voilà, l'obligation d'une médaille. On n'a pas un couteau sous la gorge. Voilà, donc le mot obligation est un peu dur. Et on pense déjà, vous avez fait 4 Olympiades vous en tant que sportif. Ça doit aider déjà vos sportifs. Et pour terminer là-dessus, on pense déjà à Paris 2024. Le fait que ce soit en France, c'est déjà rien que dans 3 ans finalement. Alors, c'est effectivement derrière la tête, mais malheureusement, avec tout ce qu'on a eu à gérer depuis plus d'1 an maintenant, par rapport à la Covid, tout ce qu'on a eu à gérer, ça s'est estompé. Paris, finalement, regardez, même en France, on n'en parle plus trop des Jeux Olympiques de 2024, quoi. Alors qu'on est à 3 ans. Aujourd'hui, il y a une étape cruciale, c'est chaque chose en son temps déjà. Et l'étape principale, c'est Tokyo. Et je crois qu'on ne va pas mettre la charrue avant le bœuf, il faut se concentrer sur Tokyo et on verra par la suite. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite, déjà une médaille d'or pour vos 2 athlètes. Voilà, donc deux. Donc voilà, deux médailles d'or et ce serait voilà. Tout simplement fantastique. Et puis deux médailles d'or aussi pour Paris 2024. Merci beaucoup Sébastien. C'est gentil à vous. Ouais. Merci d'avoir été avec nous. Franchement j'ai adoré moi le pentathlon moderne. Je veux en faire. Bon, on peut éviter l'équitation, mais j'ai adoré ça. Nous on se retrouve tout de suite. Là on va passer à la question du jour. Sportez-vous bien ? La question du jour. Je vous promets que j'ai envie de faire du pentathlon moderne maintenant. C'est vrai, c'est la marrant. C'était bien, mais c'est quand même le tirage au sort, c'est particulier. Est-ce qu'on peut remplacer l'équitation par du vélo ? Juste ce que je demande et le reste. Tir au but. Ouais. Voilà. Tir au but. Bon, ma question, une question et 4 minutes pour y répondre. Que s'est-il passé le 2 juin 1946, messieurs ? La libération de la France. Oui. Super. Alors, est devenu français. Donc, Coraline qui rigole derrière, tout le monde rigole. Ça je n'aime pas ces blagues, je n'aime pas du tout. Vous coupez le micro, Mehdi, s'il vous plaît. Alors non, c'est pas. Messieurs, on a un timing. C'est du football, c'est du football, oui. Le 2 juin 2 juin 1946. Et paradoxalement, c'est d'actualité. C'est un record ? Coupe d'Europe ? Non. C'est du championnat français, forcément. Lyon a perdu. Oui. Non, c'est vrai ? Non. Ça a à voir avec la course au podium, tout ça ? Oui. Ok. Vous y êtes, hein. Donc c'est l'écart de points entre les 3 ou 4 premiers sur les dernières journées. Donc l'écart de points, c'est le 2 juin 1946.
Je ne sais rien, c'est la dernière fois qu'on a eu aussi peu d'écart entre le. Non, du tout. La dernière C'est fois le qu'il y a eu podium le plus serré de l'histoire du foot français. Pas le podium. Le quatuor. Non plus. Non plus. Non. C'est un rapport avec les équipes de tête. Oui, bien sûr. Première fois que Lille a été en tête. La dernière fois que Lille a été. Non, la première fois que Lille a été champion de France. Exactement. C'était le club de 1947. maintenant. Parce qu'il n'y a pas eu un autre club de Lille aussi. Si. C'était le Lille Olympique. Ouais, Olympique, il y avait un truc comme ça. L'Olympique Lillois. Un truc comme ça. Et oui, la dernière fois, c'était 2011. C'est ça, le doublé. Le premier titre du LOSC devenu champion de France pour la première fois cette année. Ils avaient même réussi le doublé Coupe Championnat qu'ils avaient réussi aussi pour les deux derniers 2011, titres du club en 2011 avec Rudy Garcia. Et je suis obligé de la placer celle-là. Et Dan Hazard et Johan Cabaye, super joueur. Et Gay, etc. Et voilà, donc l'Olympique Sporting Club Lillois, je me rattrape comme ça, a été champion de France pour qu'on en parle parce que Lille a fait une énorme perf. On en a parlé avec vous contre l'Olympique Lyonnais et risque potentiellement d'être champion de France pour la 4e fois. C'est tout le mal que l'on leur souhaite aux supporters lillois qui nous écoutent nombreux, bien évidemment. Nous, on se retrouve dans moins de 3 minutes avec notre deuxième invité. À tout de suite. Sportez-vous bien. L'invité. Notre invité est là, et notre invité il est bien là, il est natif de Toulouse également, parti tôt à l'INSEP. Simon Gauzy est le leader de l'équipe de France de tennis de table, de ping pour les puristes. À quelques semaines des Jeux Olympiques, il nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Simon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Sportez-vous bien, officiellement et en direct. Désolé pour la semaine dernière, on a grondé la machine, donc la machine c'est bon, marche bien et nous sommes sincèrement désolés. Merci à vous de réaccepter l'invitation. Avec plaisir, merci de l'invitation et puis bon, au moins on y arrive à se connecter cette semaine. Exactement, voilà. Et pouvez-vous nous expliquer donc sur les grandes lignes le ping-pong, le ping pour les puristes, c'est vous qui nous l'avez dit ici il y a 2 ans je crois. Ouais, alors le ping, comme moi je dis, comme nous on dit, les puristes, c'est un sport qui se joue au meilleur des 11 points, avec 2 points d'écart à partir de 10-10. Voilà, bon, c'est un petit peu le même système que le tennis dans le sens sur les compétitions internationales. Il y a un circuit international qui se déroule tout au long de l'année. Bon, évidemment, dans cette période, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, j'imagine 2 services chacun. Je sais pas si tout le monde connaît ce système-là, mais 2 services chacun. Le premier à 11. Quand c'est en compétition par équipe, c'est le premier à 3-7 gagnants, et quand c'est en individuel, le premier à 4. Le ping est pratiqué par beaucoup de personnes. Moi, le premier, tous les lundis, avec le responsable technique, d'ailleurs, je prends 4-7-1, 4-7-0 tous les lundis, mais c'est pas grave. Moi, le premier, on a tous des règles différentes. J'ai vu ça, j'ai entendu ça. Simon, si vous le voulez bien, on va mettre à plat toutes les rumeurs qu'on entend sur le ping. Parce que là, on entend tout et n'importe quoi et ça m'énerve. Parce que j'ai vu ça et mon cousin, et voilà. Donc, on va commencer. A-t-on le droit de reprendre de voler ? Non, même si la balle sort, je veux dire, j'envoie trop fort, la balle sort, vous n'avez pas le droit de reprendre de voler. J'ai le droit de la toucher, mais je sais qu'elle est faute, donc non, mais j'ai pas le droit de retaper dedans et de la mettre de l'autre côté, non. Mais avant qu'elle touche. En tout cas, ça compte pas 2 points, quoi. D'accord. Est-ce qu'on doit servir obligatoirement en diagonale ? Non, ça c'est seulement en double. C'est seulement en double, mais c'est une légende absolue pour le simple. On est d'accord. Oui, complètement, oui. Est-ce qu'on a le droit de monter, de montrer la balle ? On doit montrer la balle avant de servir ou pas ? Alors oui, il y a une règle ça c'est un petit peu différent. Ça a été une règle qui a été changée en 2001, si je me trompe pas, 2001 ou 2002. En fait, avant les joueurs cachaient beaucoup les effets avec le bras, avec la tête, avec le corps en général. Et du coup, c'était quasiment impossible pour l'adversaire de lire l'effet. Déjà que c'est compliqué quand on voit. Alors si on voit pas, c'est vraiment encore plus compliqué. Et du coup, ils ont changé cette règle. Et depuis 2001 ou 2002, du coup, on ne doit à aucun moment cacher la balle avec une partie de notre corps. Est-ce que la raquette a le droit de toucher la table ? Sur un coup, un match raté et boum, la raquette sur la table. Est-ce qu'on a le droit, ça ? Oui, c'est juste la main qu'on n'a pas le droit. Et voilà, vous me voyez venir. Là, on n'a pas le droit de poser la main sur la table. Non, on n'a pas le droit ça. Voilà. Ouais. Je salue un de mes collègues, Thibaut. Merci à vous parce que je viens de gagner 20 € pour tout vous dire, Simon. Donc je vous donne la moitié si vous voulez. Je vous envoie ça très vite. Et voilà, mais au moins toutes les petites règles qu'on entend. On entend souvent ce genre de règles ou pas ? Enfin, de petites mimiques comme ça. Moi, j'ai entendu ça sur le ping-pong. Ce que j'entends souvent, c'est le service en diagonale et
Et je pense qu'il y en a qui ont oublié que c'est plus en 21 points, et même maintenant Oui. c'est en 11. Voilà. C'est vrai que c'est souvent 11. Vous êtes né ici, donc à Toulouse, avant de partir très tôt à l'INSEP. On prend conscience quand qu'on a le niveau mental et physique pour jouer au niveau professionnel et au niveau mondial? Parce que vous êtes parti tôt, hein, vous, à l'INSEP, hein, quand même. Ouais, je suis parti tôt, j'avais 12 ans et demi, donc c'est vrai que c'était un petit peu difficile pour eux, surtout pour mes parents. Moi, j'étais content de pouvoir vivre ma passion, mon rêve. Mais ouais, c'est bon. J'ai envie de dire que quand j'ai eu mon premier titre de champion de France dans les catégories jeunes, dans les catégories de moins de 11 ans, j'ai compris que j'avais quelque chose un peu de spécial. Et puis bon, à ce moment-là, évidemment, je me disais pas que j'allais être dans le top 10 ou dans le top 20 mondial, mais voilà, aux alentours de 14-15 ans, je me suis dit que je pouvais peut-être, pourquoi pas être bon, quoi. Et comment on est suivi quand on est jeune? Quand on arrive à 12 ans et demi, il y a bien évidemment le niveau scolaire, il y a la psychologie qui doit jouer beaucoup, il y a le fait de potentiellement d'avoir une carrière de très haut niveau, une carrière professionnelle, une certaine notoriété et tout. Comment on est préparé à ça très jeune? Alors c'est un petit peu compliqué. Surtout, pardon de vous couper, surtout quand on voit qu'aujourd'hui, de plus en plus, et tout sport confondu, il y a de plus en plus d'ados, parce que il y a encore une Française de 16 ans qui s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques en ping-pong. Ouais. Donc voilà, je veux dire, là, ça démarre de plus en plus tôt. Comment on est suivi? Alors dans le ping, c'est encore plus vrai chez les filles, notamment les asiatiques qui sont très fortes très jeunes. Moi, j'étais bon pour ma catégorie d'âge, mais j'étais pas de là à rivaliser avec les internationaux seniors, donc c'était différent. Et puis bon, c'était il y a 15 ans, donc les époques changent. Mais ce qui était le plus difficile, c'était d'apprendre à s'entraîner dur, tout en continuant à aimer la discipline, à aimer le jeu, quoi. Ne pas se griller, parce qu'il y en a beaucoup qui commencent à s'entraîner beaucoup très tôt, et puis bon, à l'âge de 15-16 ans ils en ont marre et ils disent stop. Donc moi j'ai été bien suivi, j'ai eu la chance d'avoir un entraîneur avec qui je suis toujours actuellement dès l'âge de mes 12 ans, donc voilà, j'ai bien été entouré par mes entraîneurs et par ma famille. Aujourd'hui, vous êtes en Allemagne, dans un club en Allemagne. C'est un pays dominateur sur le ping européen. Le ping mondial, bon, je pense que tout le monde s'en doute, vous en avez un peu parlé. Il y a les pays asiatiques, Japon, Chine, Corée du Sud, je pense. Quel est le niveau du ping français en général? Alors l'Allemagne, c'est plus que domination européenne, et c'est beaucoup plus qu'une simple domination européenne, puisqu'ils sont quand même triple médaillé d'affilée sur les derniers Jeux Olympiques en équipe. Donc pour moi, c'est la deuxième ou troisième meilleure nation mondiale. Ah, carrément, oui, ils sont au même niveau que les Japonais, on va dire, à peu près. Et c'est la Chine qui domine, on est d'accord, hein? Ah oui, là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de débat, là. Non, là, il n'y a pas de débat, là. Ouais, non, ça, c'est compliqué pour n'importe quelle nation, même pour les Japonais ou les Allemands. Mais... Alors la France, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on a eu une très très bonne génération jeune, et qu'il y en a quelques-uns qui se sont un petit peu perdus en route, et du coup il n'y a que moi de cette génération qui a atteint le top 10 mondial, voilà, actuellement je suis dans le top 20, mais donc c'est dommage, on aurait pu avoir une belle génération. Après on est dans les 7, 8 meilleures nations mondiales, donc c'est bien, mais c'est pas le gratin, quoi. Donc ça serait bien qu'il y en ait 2-3 qui éclosent un peu derrière. Comment vous expliquez que c'est la Chine qui domine, et puis de tout le temps, depuis tout le temps, hein, c'est la Chine, il y a même pas une période de trou, il y a rien, c'est tout le temps la Chine. Vous l'expliquez comment ça? D'ailleurs, est-ce que ça s'explique? Ah oui, alors ça s'explique, ça c'est sûr. Après, bon, il y a eu dans les années 90, il y avait quand même un gros trou où il y a eu beaucoup la Suède qui a dominé pendant 10 ans et qu'on a fait trois titres de champion du monde d'affilée. Mais alors, comment on l'explique, c'est que déjà il y a 100 millions de pratiquants, donc ça aide un petit peu. Oui. 100 millions de pratiquants, et puis voilà, ils ont un vivier énorme, et dès l'âge de 6-7 ans, ils s'entraînent 6 heures par jour, et puis s'il y en a qui perdent en route, c'est pas très grave, parce qu'il y en a encore un petit million derrière, donc voilà, bon, et puis au-delà, ils ont beaucoup de connaissances, ils ont beaucoup de champions qui entraînent, qui partagent, et ouais, ça crée un petit fossé, quoi, malheureusement. L'année 2020 et même le début de l'année 2020, et vous le savez, est marqué par le Covid-19. Ça a été difficile pour tout le monde, pour vous aussi. On imagine comment sont passés ces confinements, comment on reste à l'affût, comment on reste motivé sur les objectifs et sur la discipline. C'est vrai qu'à l'annonce du premier confinement, moi j'étais avec certains joueurs ici en Allemagne, et à aucun moment on se disait que les Jeux Olympiques allaient être annulés, donc on continuait à s'entraîner. Et
Et puis très rapidement, on a entendu ces nouvelles et là, il y a eu une perte de motivation énorme, légitime, je pense. Donc ça a été un petit peu compliqué pour tout le monde, pour tous les sports, parce que déjà, ça a mis du temps à reprendre. Pour nous, ça a mis du temps à reprendre aussi au niveau international. La première compétition internationale elle a seulement eu lieu en octobre. En octobre dernier, donc c'était voilà, c'est assez long. Après, bon, on a des ambitions et quelque chose qui nous pousse à continuer à nous entraîner, à toujours donner le meilleur. Mais il y a des périodes un petit peu plus compliquées que d'autres et heureusement qu'on a quand même ces JO de Tokyo. J'espère qu'ils vont être maintenus en ligne de mire. On l'espère. Il y a une grosse année 2020 parce qu'il y a les JO, il y a aussi les championnats d'Europe fin septembre, des championnats d'Europe où vous avez pris le bronze par équipe lors des derniers championnats d'Europe. L'objectif c'est de mieux faire ou c'est trop loin les championnats d'Europe parce qu'il y a les JO avant? Oui, alors pour le moment, c'est vrai que c'est un peu loin, notamment quand il y a une telle échéance qu'on a loupé de quelques mois l'année dernière. On a envie vraiment déjà d'espérer que ça ait lieu et puis ensuite de bien performer. Oui, alors les championnats d'Europe, ça va être une immense... ça va être une échéance très importante dans mon calendrier. Après, pour le moment, c'est vrai que quand il y a les Jeux Olympiques avant, on n'y pense pas trop, quoi. Il y a un peu deux poids, deux mesures. Enfin, il y en a qui pensent A et qui pensent B sur cette question. C'est que il y en a, c'est tout bénef le report des Jeux Olympiques. C'est bon, on n'était pas prêt, on peut retravailler. Il y en a, non, il faut retravailler encore un an de plus. Faut se remettre psychologiquement dedans. Vous êtes de quel côté, vous? Ça vous a arrangé un peu ce report ou pas du tout? Alors sur le moment, pas du tout, parce que j'étais en train de revenir à mon meilleur niveau et je venais de faire une de mes meilleures compétitions de ma carrière 2 semaines avant le premier confinement, donc j'étais déçu et j'aurais aimé continuer sur ma lancée. Après, en regardant plus loin et puis maintenant un an après, je joue toujours aussi bien, voire mieux qu'il y a un an, donc je suis content qu'il y ait eu encore un peu plus de temps pour moi de préparation, mais bon, heureusement que j'ai gardé cette forme d'il y a un an, sinon j'aurais été un petit peu déçu, quoi. Vous êtes déjà qualifié, c'était le TQO de janvier 2020, justement, juste avant le confinement. Vous êtes qualifié par équipe et individuellement? Alors l'équipe s'est qualifiée, du coup ça a automatiquement donné deux places individuelles à l'équipe masculine. Donc bon, c'est pas officiel que je sois normalement un joueur individuel, mais bon, là, je serais surpris quand même. Oui, sans tremblement de terre, il y aura Simon Gauzy aux Jeux Olympiques pour l'équipe de France. Pour terminer, enfin 2 petites questions pour terminer. On pense déjà à Paris 2024 parce que bon, c'est en France, c'est dans 3 ans, hein, ça arrive très vite avec ce report. Est-ce qu'on y pense déjà ou pas du tout? Ouais, c'est ça. C'est que normalement une Olympiade c'est quand même assez long, mais là, ça sera 3 ans seulement et ça fait une grande différence. Et oui, forcément, en français, en plus, bon, j'espère être dans la force de l'âge à ce moment-là, j'aurai 29 ans, donc c'est quelque chose qui m'anime et aussi qui relâche un peu qui m'enlève un peu de pression pour Tokyo, dans le sens où j'en aurai à Paris, alors bon, autant essayer d'emmagasiner le plus d'expérience possible pour Paris et essayer d'y performer au mieux. Après, bon, si j'ai une petite opportunité qui s'ouvre à Tokyo, je vais essayer de la prendre, mais en tout cas, dans ma tête, c'est vrai que Paris, ça change un peu une mentalité. En plus, les Jeux Olympiques au Japon, il y aura quasiment que des supporters, enfin pas quasiment, c'est officiel, il y aura que des supporters japonais. Alors quand on joue contre le Japon, ça risque d'être difficile, mais il y aura le chemin inverse, hein, où il y aura beaucoup de supporters français pour 2024, donc ça c'est bien. Pour terminer, Simon, est-ce qu'on a déjà des objectifs sur l'année 2021? Vous venez de nous le dire, vous pensez d'abord aux Jeux Olympiques, il y a quand même les championnats d'Europe, mais là sur les JO, on pense à quoi? Moi, j'ai pas envie de me griller comme j'ai pu le faire en 2016 à Rio, où je suis arrivé avec peut-être un petit peu trop d'ambition, où je me suis, c'était mes premiers et j'ai pas su vraiment gérer l'événement. Là, j'espère arriver à mieux performer déjà, ne serait-ce que à essayer d'élever mon niveau et de produire mon meilleur niveau possible sur cette compétition. Et puis, je pense que, à part les 2 premiers mondiaux actuellement, j'ai battu tout le monde sur le circuit, donc. Voilà, mon objectif c'est d'arriver en forme, d'être le mieux préparé possible et d'essayer de produire mon meilleur niveau. Voilà, si j'arrive à produire mon meilleur niveau, il peut se passer de belles choses peut-être. Merci beaucoup Simon. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous et bon courage pour les Jeux Olympiques et pour les championnats d'Europe en 2021 et à Tokyo. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci nous. Et nous, on peut passer au Zoom de la semaine. Le zoom de la semaine est retour sur les paris de la semaine dernière. Vite fait, il nous reste 4 minutes. On va faire ça très vite. On avait parié sur Angleterre-France. Angleterre-France. Vincent ? 28-31. Marek ? 33-35. Mehdi ? 29-17. Coraline ? 29-35. Romain ? 35-37. Moi, je donne un 22-26. Et Kevin ? 17-22. Énorme performance, hein, malheureusement pour Mehdi, parce que l'équipe de France s'est malheureusement inclinée 10-6, et donc l'Angleterre a remporté le tournoi Destination. C'est à ça que ça sert de parier toujours l'inverse. Quand vous êtes vainqueur, vous êtes tout seul. Exactement. Retour sur. On va parler du zoom de la semaine avec vous. Kevin, Paris FC, Toulouse FC, c'est le choc de la 36e journée de Ligue 2 BKT. C'est samedi à 15h sur Beansport. Ouais, c'est ça, c'est le dernier gros match entre guillemets du TFC face à un concurrent direct à la montée, puisque le Paris FC est 6e à égalité de points avec Auxerre, actuel 5e. Le Paris FC était revenu aux avant-postes grâce à une belle série de 9 matchs sans défaite et des victoires face à Sochaux, Auxerre, un match nul contre 3. Mais depuis quelques semaines, le club francilien cale et n'arrive plus à gagner. 4 matchs sans victoire, une défaite 1-0 face à Clermont notamment. Et le TFC de son côté est 3e avec 2 matchs en retard à cause de nombreux cas de Covid détectés ces dernières semaines qui ont poussé à l'annulation des 2 dernières rencontres du TFC. La question se pose sur l'effectif dont disposera Garand ce week-end, surtout que le TFC va avoir un calendrier infernal avec 5 matchs en 15 jours, donc des matchs tous les 3 jours. Bon, avant de parler de ce match, vu qu'il nous reste 3 minutes, on va faire tout de suite les pronostics. Comme ça, c'est dans la boîte, c'est enregistré, et les auditeurs peuvent savoir sur quoi on a parié. On y va tout de suite. Paris FC, Toulouse FC, Mehdi. 3-1. Pour Paris ? Bah oui. D'accord. Moi, je donne 1-0 pour Paris également. Coraline ? 1 partout. 1 partout. Kevin ? 0-1. Romain, oui, allez. 1 partout. 1 partout. Les deux, ils se sont mis d'accord, je pense, dans la cabine d'un côté. Là. Mais même pas en plus. Vincent ? 1-2. 1-2. Bon, il y a 2 et 2. 2 matchs nuls, 2 victoires de Toulouse, 2 victoires de Paris. Normalement, c'est bien parce que je suis du côté de Mehdi, donc ça devrait bien se passer. Allez, il nous reste 2 minutes. On a un peu le temps quand même. La question, en fait, messieurs, c'est dans quel état va être le TFC à Paris, en fait. Lancez une pièce et faites pile ou face et on n'en sait rien. Voilà, tout simplement. C'est la grande inconnue, là. Difficile d'être optimiste quand même quand on voit les autres clubs qui ont été touchés par la Covid et comment ils s'en sont remis, et surtout la fin de saison. Oui. Déjà que c'est compliqué que ça arrive au milieu de saison, alors que là, dans la sprint finale où les joueurs sont déjà émoussés de la saison, c'est clair. Rajouter ça, c'est le problème, c'est qu'on sait même pas. Si on s'en réfère à ce qui s'est passé dans les clubs qui ont le Covid, notamment Clermont, il aura fallu 2-3 matchs, donc 2-3 semaines pour reprendre un rythme normal qu'ils avaient avant. Sauf que là, le TFC n'aura pas le temps, puisque dans 2 semaines, ils vont jouer les 5 matchs. Donc normalement, si on se réfère à ce qui s'est passé dans les autres clubs, ça risque d'être compliqué. Donc si le TFC le fait, franchement, chapeau bas, voilà, énorme respect. Ouais, et honnêtement, la logique voudrait... Enfin, je veux dire, je veux qu'ils finissent 2e, parce que le premier, ça sera 3. Maintenant, je pense qu'ils se sont un peu envolés. Eux, ils sont en Ligue 1. Mais s'ils finissent 3e, on pourra presque dire qu'on leur en voudra pas. Tous les joueurs de l'effectif ont eu le Covid, en fait, pratiquement. Donc, voilà. Il y aura pas de regret. En début de saison, il y a eu un trou à cause de ça. Là, il y a un... Je sais pas si on peut vraiment. C'était tellement spécial, je sais pas. Tant qu'on y est dans les barrages au final, enfin tant qu'on a encore cette chance de jouer la montée, ça c'est à toi. Quand on est le plus gros budget, le plus gros effectif, c'est faux. Il y a les bâtons dans les roues pour le coup là quand même. La plupart des plus gros budgets de Ligue 2 ne sont pas remontés de suite. Si le Toulouse le fait, au contraire. Sochaux n'a jamais été le plus gros budget. Quand ils sont descendus, ils devaient faire partie des 2-3 plus gros. Mais c'est rare de faire l'ascenseur au final. 3 c'est bien le faire. Non, 3 ça fait 2 ans qu'ils sont. Ouais, donc c'est assez rare. Donc voilà, je pense que ça serait un échec pour cette équipe-là. Mais pour le club tout entier, je pense qu'on peut repartir encore une année. Kevin, en 10 secondes, le mot de la fin, vous pensez quoi de ce match ? Ça va être dur de juger Toulouse là, il faut vraiment voir. Oui, un match nul, ce serait vraiment un bon résultat. Surtout que Clermont a perdu des points aussi. Donc un match nul, ça reviendra à égalité avec Clermont, je crois. Donc bon, c'est pas terminé. Et on suivra les performances du TFC, de Paris FC, Toulouse FC. C'est samedi à 15h sur Beansport. Merci à vous, messieurs. Merci à Coraline et Romain à la réalisation audio et vidéo. Merci à vous, messieurs. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Ce sera pour la première émission de mai. À lundi.